Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, dans le cadre de la semaine du Karatan, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a tenu une séance de sensibilisation et de partage sur le foncier cet après-midi avec les maires de la région d'Analamang. En tant que ministre coach de cette région, le SENVH a mis l'accent sur les responsabilités et les retombées financières du domaine foncier au niveau des communes. Chaque maire doit connaître les lois et les appliquer afin que leur localité puisse jouir de leurs droits. Pour plus de détails. Les maires ont également des précisions concernant les difficultés qu'ils rencontrent au sein de leur commune dans le domaine du foncier. Comme l'indique le maire d'Alakamis, Anjan Madiou, il existe déjà un BIF au bureau local en charge du foncier dans sa commune. Pourtant, des bureaux pour l'octroi des certificats fonciers ont été mis en place par des partenaires au sein de sa commune. Les usagers ne savent plus où aller ni lequel des bureaux consulter. Cette précision a été faite devant le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui, durant la séance de partage et de sensibilisation tenue par le SENVH et le MATSF pour les maires de la région Analamang. En tant que ministre coach, le SENVH affirme qu'il se doit de faire connaître aux maires les droits, le pouvoir qu'ils ont et la loi concernant le foncier. Il a également profité de l'occasion pour faire connaître aux maires les projets présidentiels qui sont sous la houlette du SENVH, notamment le projet Auto, un titre, un logement. Ce projet consiste à octroyer un titre à une personne si cette dernière est prête à se charger des frais de construction de la maison. L'État, pour sa part, se charge des aménagements divers. Dans cette optique, le SENVH est prêt à collaborer avec les communes qui disposent de terrains susceptibles d'accueillir un tel projet. Dans un tout autre sujet, le directeur de cabinet de la CENI a confirmé l'existence d'une autre liste envoyée auprès des Fouktan. Selon lui, il s'agit d'une initiative suite à une instruction spéciale du président de la CENI pour que les non-inscrits puissent s'y inscrire. C'est Nrandirlant et Braz de Nilsson. Chaque citoyen majeur a le droit de voter. C'est pour cette raison que la CENI a retourné la liste électorale auprès des Fouktan. L'objectif étant de concrétiser ce droit de vote, soutient le directeur de cabinet de la CENI, Ndjamfid Jean-Louis. Cette liste comporte l'adresse, le nom et le numéro de CIN des personnes concernées. Toutefois, elles doivent remplir une carte d'électeur et la signer. De nouvelles dispositifs ont également été mis en place afin que les citoyens majeurs non inscrits puissent le faire jusqu'au 31 mai. Des sensibilisations seront également effectuées d'après les explications. La liste électorale utilisée lors de l'élection précédente a été comparée à la liste provisoire publiée le 11 avril et c'est à travers cette comparaison que la CENI appelle ceux qui y sont inscrits à se réinscrire dans la nouvelle liste clôturée provisoirement le 11 avril dernier. Dans les actualités également, les étudiants de la 5e année M2 au sein de l'école polytechnique de Voetvoeren ont commencé à percevoir leur bourse d'études depuis vendredi 21 avril, comme l'a indiqué le calendrier du paiement des bourses. Ils sont au nombre de 625. Ce premier paiement s'est déroulé dans le calme sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le ministère de la Poste et des Télécommunications. Le paiement se poursuivra selon le calendrier déjà établi, selon les explications. Le point avec Natera Koutmav. La première journée du paiement des bourses d'études a débuté à l'école polytechnique de Voetvoeren pour cette année scolaire, selon le calendrier qui a été établi. Ce sont les 625 étudiants de la 5e année M2 qui ont été les premiers bénéficiaires pour cette première journée. Selon le secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, le paiement se fait soit via poste monnaie pour ceux qui ont déjà la carte Hippocage, soit directement en espèces pour ceux qui n'ont pas encore de carte. Les étudiants doivent ainsi se rendre auprès des guichets pour l'enregistrement de leur numéro de carte. Néanmoins, certains anomalies ont été rencontrées, comme le retrait de milliards sur les bourses des étudiants payées via Hippocage. Selon les explications fournies par le responsable du transfert d'argent au niveau de la Poste Malagasy, cette somme sert aux frais de maintenance et sera remboursée après que la liste des réclamations sera complète au niveau de la Poste. Selon les informations, des étudiants ont été victimes d'escroqueries via leur carte Hippocage, notamment pour des paiements en ligne.
La Poste malagasy a dû bloquer leurs cartes et la recherche de solutions pour y remédier est déjà en cours, selon toujours les explications. En général, le paiement des bourses des étudiants s'est déroulé dans le calme à l'ESPA Woudvourne vendredi dernier. Le paiement s'est poursuivi ce jour à un 4 ainsi que pour les autres régions, selon le secrétaire général du Mesupres. Et puis, 4 îles membres de la COI bénéficient d'un financement d'environ 6 millions d'euros de l'Union européenne pour faire face aux catastrophes naturelles. Pour Madagascar en particulier, l'État, à travers le BNGRC, met en place chaque année des dispositifs pour mieux gérer l'impact de ces catastrophes. Néanmoins, ces dispositifs seront améliorés grâce au partage d'expériences avec ces îles. Cet atelier de partage se tiendra pendant 3 jours à Mbudvoun. Détails sur les images de Yves Janel. Environ 3 à 6 cyclones frappent Madagascar chaque année. De nombreuses zones sont également inondées. En tant que bureau de gestion des catastrophes, le BNGRC est toujours prêt à réduire les conséquences de ces catastrophes naturelles. Le BNGRC ne travaille pas seul, mais est soutenu par l'État et par ses partenaires. On n'avait pas l'habitude d'avoir autant des inondations dans certaines villes et aujourd'hui ces inondations, on les voit un peu partout. Et c'est quelque chose qu'on devait essayer de voir comment travailler avec l'ensemble de tous les acteurs au niveau national et essentiellement l'aménagement du territoire pour pouvoir prévenir pour réduire ces risques des inondations. Nous voyons également que sur les côtes, dans les pays qui sont à forte vocation touristique, il y a beaucoup des hôtels sur les côtes et là aussi, il y a pas mal de travail à faire avec l'ensemble des acteurs privés pour mieux comprendre et appréhender toute la question sur des risques des catastrophes. 4 pays membres du COI, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles, partageront leur expérience à partir d'aujourd'hui et pour une durée de 3 jours à Mbudvoun. Un financement de 6,65 millions d'euros est octroyé par l'Union européenne pour faire face aux catastrophes naturelles sur ces 4 îles. Européenne à travers ce programme avec la Commission de l'océan Indien et puis avec des partenaires qui ont beaucoup d'expérience comme UNDRR, l'Agence des Nations Unies donc, pour la gestion des risques de catastrophes, avec la PIROA, la Croix-Rouge française, donc, qui ont aussi beaucoup d'expérience sur le terrain. On va essayer d'améliorer et de renforcer un peu tous les dispositifs qui vont contribuer à pouvoir mieux répondre et à mieux se préparer aux catastrophes. Donc ça peut être renforcer des systèmes d'alerte précoce, prépositionner des stocks de matériel d'urgence au plus près pour pouvoir les acheminer rapidement. C'est travailler avec les partenaires dans chaque État à améliorer, par exemple, toutes les procédures pour répondre. C'est faire des exercices de simulation pour mieux se préparer. Ce sera également une occasion pour les 4 pays d'examiner l'alignement des priorités régionales avec les priorités du cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Par ailleurs, le directeur général du BNGRC, le général Elak Olivier Ndjiakadze, affirme qu'aussi bien les équipements que les personnes, la coordination est importante lors de la mise en œuvre d'un projet. Un lieu de travail sûr et respectueux des normes sanitaires qui constituent les droits fondamentaux des travailleurs, tel est le thème de la célébration de la Journée internationale pour la sécurité et la santé des travailleurs cette année à Madagascar. De nombreuses activités auront lieu au cours de cette semaine à l'initiative de tous les acteurs dans le domaine du travail et le ministère de tutelle. Felana Rakotorsoul. En 2019, le gouvernement a appliqué pour la première fois le droit fondamental de protéger les travailleurs sur leur lieu de travail. Cela a été renforcé par le 5e et le 6e engagement du président de la République qui sont la santé pour tous et la promotion du travail décent. L'année dernière, Madagascar a été parmi les signataires de l'accord international portant sur la sécurité des travailleurs et leur santé. La mise en œuvre du droit fondamental visant à protéger les travailleurs se poursuit en incluant les clauses à ce sujet dans la révision des lois régissant le travail. Cela profitera à la fois aux employés et aux employeurs. Des sensibilisations auront lieu à l'endroit des entreprises pour la mise en œuvre de la protection de la santé des travailleurs au cours de cette semaine, si la célébration de la Journée mondiale à cet effet est le 28 avril.
Tourisme à présent. Madagascar est une belle île et les Malgaches sont hospitaliers. D'après les touristes néerlandais handicapés venus visiter notre île, ils suggèrent néanmoins que soient améliorées les infrastructures pour développer le tourisme inclusif. Fin de scène à Mireille. Les 12 touristes néerlandais en situation de handicap physique partis d'Antananarivo ont visité Antas Bay, Antira Bay et le sud de Madagascar. Ils étaient unanimes concernant la beauté des endroits qu'ils ont visités. Ils ont également ajouté que les Malgaches sont amicales et serviables. Ces touristes proposent néanmoins l'amélioration de l'accès à certains sites touristiques car ils n'ont pas pu visiter plusieurs zones à cause de la difficulté de l'accès. Les touristes néerlandais sont arrivés hier à Antananarivo après avoir visité Madagascar pendant 2 semaines. Dans les actualités sociales, environ 10 hectares de terrain dans la commune d'Avaratsen, district d'Ambujachim, sont accaparés par une tierce personne selon les explications des responsables locaux. On en est même venu aux mains et à la destruction des récoltes. Toujours selon les responsables, cette personne qui fait pression sur les riverains ne possède même pas de document légal. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. 5 terrains dans la commune de Malaz, commune d'Avaratsen, district d'Ambujachim, font actuellement l'objet d'un litige opposant des milliers d'habitants et une seule personne. Ces habitants se plaignent d'être sous pression alors qu'ils sont des natifs du village et possèdent un titre légal. Le conflit dure depuis plusieurs années. L'individu a même levé la main sur certains de ses habitants et a détruit toutes leurs récoltes. Les habitants de la commune d'Avaratsen lancent un appel aux responsables de chaque catégorie pour qu'ils voient de près ce dossier concernant ce problème foncier portant sur environ 10 hectares de terrain. Afin de promouvoir les cours d'histoire, notamment sur la manipulation, la planification et la conservation des archives ou le science des archives et sur l'écriture de l'histoire dans le département Histoire au sein de l'université d'Antananarivo, il a été organisé ce jour un colloque portant sur le thème paysage et architecture d'Antananarivo, de la connaissance à la sauvegarde. Ce colloque a vu la participation des élèves au sein de ce département, des représentants de l'École nationale des chartes en France et entre également dans le cadre de la réception de la signature de la coopération universitaire internationale entre l'Université d'Antananarivo et l'École nationale des chartes PSL avec la mention Histoire. Plus d'explications avec Razon Arsan Elien, directeur de département Histoire à l'Université d'Antananarivo. Nous avons choisi le thème du paysage et de l'architecture de la ville d'Antananarivo car ce n'est pas un thème nouveau pour nous, car cela fait quelques années déjà que nous sommes sur un projet de recherche universitaire portant cette thématique et qui consiste à établir un inventaire analytique de ce patrimoine architectural et paysager d'Antananarivo par une démarche historienne, c'est-à-dire par la collecte des informations en procédant par des recherches documentaires, des enquêtes sur place, donc des collectes d'informations orales et aussi de traditions, et par des recherches de documents iconographiques et beaucoup d'échanges avec la population pour questionner la mémoire collective sur ce qu'il en est resté donc de l'histoire de ce patrimoine architectural et paysager de notre capitale. Et justement parce que le département d'histoire, étant membre de la chaire Archives UNESCO, a transcrit un projet qui met en valeur l'usage des archives, du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, des archives qui permettent donc l'écriture de cette histoire, l'écriture de l'histoire de Madagascar et particulièrement l'histoire d'Antananarivo à travers son patrimoine paysager et architectural. Et on enchaîne avec les actualités internationales. Les évacuations d'étrangers se poursuivent au Soudan où 9 jours de combat pour le pouvoir entre armées et paramilitaires ont fait des centaines de morts. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués du pays. France 24.
Alors je peux vous dire qu'à chaque nouvel avion qui arrive ici à Djibouti, eh bien c'est un soulagement pour ces Français et pour tous ces étrangers qui sont évacués de la capitale après plus d'une semaine de combats intenses, de bombardements. Ici, ils se retrouvent enfin dans un pays en paix et c'est un vrai soulagement pour eux. Alors lorsqu'ils arrivent à l'aéroport de Djibouti, eh bien, ils sont immédiatement conduits dans la base militaire française de Djibouti. Là, ils ont de la nourriture. Ceux qui ont des problèmes médicaux peuvent avoir accès à des soins. Ils peuvent se reposer, recharger leur téléphone portable et ils devraient être rapatriés au cours des prochains jours, me dit-on maintenant. Hier, l'armée nous avait affirmé que cela prendrait 24 heures, mais il y a tellement de personnes à rapatrier qu'il faudra probablement un petit peu plus de temps. Je vous le disais, encore de nombreuses personnes à évacuer depuis Khartoum. Donc l'opération se poursuit toujours. Il y a toujours des militaires français qui sont à Khartoum à l'heure actuelle pour protéger les civils qui attendent de pouvoir décoller, pour les emmener jusqu'à la piste de décollage qui est située à l'extérieur de Khartoum. Une opération extrêmement compliquée, vous le savez, puisque les combats continuent dans la capitale. D'ailleurs, hier, un convoi français a été touché par des tirs, mais impossible de savoir pour l'heure qui était à l'origine de ces tirs et s'ils étaient volontairement dirigés vers ce convoi ou non. Eh bien, je peux vous dire que selon mes contacts à Khartoum, les combats continuent et sont toujours assez intenses. Ils me disent tous entendre des tirs, ils entendent des bruits d'explosion, ils voient des hélicoptères dans le ciel bombarder certaines parties de la ville, probablement des positions qui appartiennent aux forces de soutien rapide. Et la vie est toujours aussi compliquée dans la capitale soudanaise. Un nombre des civils qui sont encore, des millions de personnes, n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à de la nourriture, n'ont pas accès à de l'électricité, ils ne peuvent pas recharger leur téléphone portable, donc ils ne savent pas quelle est exactement la situation sur place. Et je peux vous dire que la situation justement était extrêmement compliquée à comprendre. Aussi bien l'armée que les forces de soutien rapide communiquent de la même manière, donnent des informations similaires, c'est-à-dire qu'elles contrôlent tel ou tel bâtiment et impossible de vérifier qui livrait, qui tient le contrôle de quelle institution, de quelle partie de la ville. C'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'il se passe en ce moment au Soudan. Peut-être qu'on peut faire un petit point aussi sur la situation dans la région du Darfour, qui connaît un conflit depuis 2003, un conflit extrêmement violent qui a pris une nouvelle tournure avec ces événements depuis le samedi dernier. Eh bien, sur place, la situation était plutôt calme au cours des derniers jours dans les villes d'El Fachir et de Niala, les deux plus grandes villes du Darfour. Des communautés locales, des groupes civils avaient réussi à organiser des négociations entre l'armée et les forces de soutien rapide qui avaient fait une petite trêve permettant à la population d'aller chercher de l'eau, de la nourriture. Eh bien, il semble désormais que cette trêve ne tient plus réellement. Des contacts dans la ville, dans une ville frontalière du Tchad, El Djenina, me disent que les combats ont repris de plus belle et sont extrêmement intenses à l'heure actuelle. Et l'ancien président péruvien Alejandro Toledo, sous le coup d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Odebrecht, a été incarcéré dimanche soir dans une prison de Lima après avoir été extradé des États-Unis. France 24. Un débarquement présidentiel encadré par Interpol. Pour son arrivée à Lima en provenance de Californie où il résidait depuis des années, l'ex-président péruvien Alejandro Toledo a droit à un impressionnant comité d'accueil. Son extradition, réclamée depuis 5 ans, lui est officiellement notifiée par la procureure générale. Parmi ses soutiens qui manifestent non loin de là, son frère est présent. Il s'est mis à la disposition de la justice. Le processus d'extradition a eu lieu aux États-Unis et il a suivi tous les protocoles. Chef d'État de 2001 à 2006, Alejandro Toledo est notamment accusé d'avoir reçu 35 millions de dollars de pots de vin du géant brésilien de la construction Odebrecht en échange de la construction d'une autoroute. Mais celui qui risque jusqu'à 20 ans de prison clame son innocence, comme ses partisans. Le président Alejandro Toledo est persécuté politiquement. Le Pérou est sous une dictature militaire, c'est un gouvernement illégitime. En attendant son procès, Alejandro Toledo est actuellement en détention provisoire dans la même prison que 2 autres anciens chefs d'État péruviens, Alberto Fujimori et Pedro Castillo. La destitution de Castillo fin 2022 a provoqué une grave crise politique au Pérou, régulièrement secouée par les affaires de corruption. Sur 11 chefs d'État qui se sont succédés depuis 1990, 6 ont été poursuivis ou condamnés pour corruption. Accélérer la décarbonisation de l'Europe, c'est l'objectif du sommet de la mer du Nord. Il s'ouvre ce lundi à Ostende, en Belgique.
Autour de la table, 9 pays du vieux continent, la France, l'Allemagne. L'occasion de revenir sur un intense bras de fer franco-belge qui porte sur un projet d'éolienne. Paris le souhaite, tout le contraire de son voisin. France 24. En 40 ans, ce couple de retraités belges ne s'est jamais lassé de cette vue. Mais dans leurs jumelles, ils pourraient bientôt apercevoir des éoliennes. La France prévoit d'installer un parc au large de Dunkerque, un projet qui inquiète dans cette petite ville balnéaire belge, située à vol d'oiseau, à seulement 2 km de la frontière française. On dispose quand même, notamment à La Panne, d'une plage qui est d'une largeur extraordinaire et d'une vue magnifique qui serait dégradée de toute façon par ces éoliennes. La Belgique ne dispose déjà que de 60 km de côte. Contre près de 18 000 km pour le littoral français. Ce projet irrite le maire de La Panne. Il rencontre aujourd'hui un homologue français dans une commune de l'autre côté de la frontière. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Les deux élus partagent des préoccupations communes sur le parc éolien, notamment sa proximité avec la côte. Pionnière dans le développement de cette énergie verte, la Belgique construit ses parcs plus loin du littoral. En tant que Belgique, il y a aussi un projet, mais c'est à 40 km dans le mer. Et si les Français le mettent à 10 km et les Belges le mettent à 40 km, on dit quand même très clair pourquoi est-ce qu'on fait par un parc franco-belge à 30 km. Il n'y a plus de soucis pour personne. Et la France, elle est loin d'être pionnière en la matière. On est plutôt occupé d'apprendre ce qui se passe dans les autres pays. À la traîne dans le secteur éolien, la France veut rattraper son retard. Mais le projet au large de Dunkerque inquiète aussi les associations environnementales. Le parc se situerait dans une zone protégée par laquelle de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs passent chaque année. Ce projet, c'est ne pas tenir compte une seconde des enjeux de biodiversité, c'est tout. Quand on a une zone pareille qui est protégée pour la migration, et si on autorise quand même des éoliennes, ça veut dire que la protection, c'est vraiment du papier, mais c'est tout, quoi. Les autorités belges ont déposé plusieurs recours juridiques contre ce projet. En parallèle, des discussions ont lieu au niveau diplomatique entre la France et la Belgique. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.